Je commence pour vous dire que ces derniers temps, j'ai été frappée par deux faits d'actualité. Le premier concerne les 33 mineurs qui, depuis les 5 août dernier, étaient emprisonnés dans la mine de San José dans le désert d'Atacama, au Chili. Le deuxième fait concerne le nouveau record du monde du nombre de tonnes de charbon extraits dans une nuit par un seul homme. 170 tonnes. Le fait s'est produit en Ukraine et ces mineurs ont ainsi battu le célèbre record de Stakhanov de 1935. Ces deux nouvelles m'auraient peut-être laissé indifférente avant d'avoir vécu le 8 derniers mois à Genk. Je ne sais pas si vous connaissez cette ville à la frontière de la Belgique, pas loin de Maastricht. Aujourd'hui, elle compte 64 000 habitants. Pas mal, on regarde 2000 habitants qu'elle comptait au début du XXe siècle. Je me présente, je m'appelle Sofia Volpato et je participe au programme du service civil à l'étranger. C'est un programme italien pour les jeunes de 18 à 27 ans, de consacrer 12 mois de leur vie aux autres par le volontariat. C'est une opportunité offerte par le ministère italien des Affaires étrangères. Ma destination fut Genk. Quand je suis arrivée, j'ai tout de suite eu une sensation très bizarre. En me promenant dans la ville, je ne me sentais pas du tout à l'étranger. Les touristes à Genk se rendent compte que la majorité des gens qui l'entourent n'ont pas du tout la caractéristique du peuple du Nord. Peut-être parce qu'un tiers de la population de Genk est italienne ou d'origine italienne. Alors, mon questionnement, c'est pourquoi autant d'Italiennes, pourquoi autant d'Italiennes en Belgique et encore pourquoi la Belgique. Dans mon discours, je chercherai de répondre à ces questionnements en retraçant l'origine et les motivations de ce voyage des Italiennes en Belgique. Ou plutôt, il faudra mieux parler d'un déplacement, d'un exil ou d'une déportation. Alors, le phénomène migratoire en Belgique s'est accentué considérablement après la Première Guerre mondiale. Comme vous le savez, la Belgique avait besoin de bras pour extraire les charbons de ses mines et les sociétés de charbonnage recherchaient de la main-d'œuvre jeune et saine pour vaincre cette première bataille du charbon. Les Belges refusèrent de faire des travaux dangereux, lourds et mal payés comme celui de l'extraction du charbon, et la Belgique organisa alors de manière systématique le recrutement des ouvriers à l'étranger. En particulier, à partir de 1920, les courants migratoires se transforment. Donc ce ne sont plus les citoyens des pays limitrophes qui fournissent la plus grande part de la main-d'œuvre, mais bien la Pologne et l'Italie. À cette époque-là, il faut dire que les travailleurs pouvaient entrer dans les pays sans le permis de travail et donc il y avait une haute mobilité professionnelle. Entre les deux guerres, l'Italie et la Belgique avaient fait des tentatives de recrutement collectif sous le contrôle de l'État. Et juste après l'avènement du fascisme, la FEDECHAR, Fédération du charbon belge, prit contact avec l'Institut italien pour le travail à l'étranger. Le 22 novembre 1922, il fut entendu que le recrutement de travailleurs pour les mines en Belgique serait fait par les autorités locales. La Belgique, en fait, veut s'assurer le contrôle des masses de migrantes pour éviter tout désordre sur son propre territoire national. Le 27 juin 1935 fut signé un accord commercial entre les deux pays qui assurait une garantie de travail pour 4 700 Italiens dans les mines, en échange de quoi l'Italie s'engageait à faire l'achat d'1 million de tonnes de charbon. Dans cet accord, on retrouvait déjà les termes de ce qui serait réalisé après la Deuxième Guerre mondiale, et ça on verra après. La Belgique connaissait très bien la dépendance du gouvernement de Mussolini envers les intérêts financiers qu'il y avait à avoir des travailleurs italiens à l'étranger. Les rentrées d'argent présentaient un grand intérêt économique. Les banques spéculaient énormément sur l'argent gagné avec le dur labeur de ses propres compatriotes à l'étranger.
qui envoyaient les plus grandes parties de leur salaire à la famille restée en Italie. Mais ces petits magots étaient soumis à des frais d'échange de monnaie exorbitants, de sorte que les banques y gagnaient énormément. À la veille de la guerre, les Italiens en Belgique étaient déjà environ 30 000. Pourquoi ce grand nombre? Malgré ces petites dimensions, la Belgique se place en 8e position parmi les pays qui ont accueilli en 100 ans le plus grand nombre d'Italiens, une position qui se renforce pendant le fascisme. La Belgique se situe à la 3e place dans la liste des centres antifascistes après la France et la Suisse. C'est ainsi que le déplacement des populations entre les deux guerres est fort connoté par ce caractère de fuite du régime dictatorial de Mussolini. En fait, en Belgique, l'immigration politique et économique, les deux immigrations sont liées pendant le fascisme, au point que c'est très difficile de les distinguer. On est en fait habitué peut-être à considérer l'immigré politique comme un intellectuel qui laisse sa patrie pour exprimer son opinion ailleurs. Avec les cas italiens, je vous invite à laisser tomber ce préjugé parce que on assiste à un autre type de phénomène. On peut considérer le déplacement comme une fuite et une opposition à la politique alors en place, même dans le cas d'un paysan émigré qui d'apparence laisse ses champs pour tenter la fortune ailleurs. Beaucoup de migrants semblent avoir quitté l'Italie à la recherche d'un travail. En réalité, si on creuse, ils étaient persécutés à cause de leur opinion. Le régime de la politique en cours les a contraints au silence et les a empêchés de vivre dans un pays où désormais les droits civils n'étaient plus respectés. Aussi ont-ils préféré tout quitter et partir à la recherche de la liberté ailleurs. La plupart du temps, leur difficulté à trouver un emploi en Italie était due non seulement au chômage de masse, mais aussi à l'aversion des employeurs à donner un emploi à quelqu'un qu'ils savaient opposant au régime. Les idées politiques devenaient une source de discrimination dans un climat de peur généralisé. Et la dictature menait un dur combat contre les opposants via les licenciements, les menaces verbales, sans épargner les violences physiques. Les antifascistes, après leur défaite politique et l'instauration de la dictature, pouvaient s'allier au régime, combattre en silence dans la clandestinité ou s'enfuir et se confondre avec n'importe quel émigré politique. Pour les uns, cette sortie de secours était l'épilogue d'une défaite. Pour les autres, la continuité de leur lutte à l'étranger. D'autres encore, partis avec peu d'intérêt politique, une fois imprégnés du climat antifasciste de l'étranger, devenaient des militants adversaires du fascisme. Paradoxalement, les Italiens qui s'étaient échappés de la violence en Italie la retrouvaient en Belgique. Voilà. Dans ce contexte, on peut encore parler d'une population cible pointée du doigt, parce qu'elle n'est pas seulement de l'objet de la discrimination de la part de la population locale, mais elle doit encore subir la brutalité de ses propres compatriotes fascistes, même à l'étranger. Il est difficile aujourd'hui d'imaginer la césure qu'avait engendré les problèmes politiques au sein de l'immigration italienne de Belgique. Les rapports entre fascistes et antifascistes étaient empreints d'une violence qui ne se contentait pas d'être verbale. Entre les Italiens de Belgique favorables au Duce et ceux qui les combattaient s'est développée au fil des ans une tension insurmontable. Et je vous lis une phrase de Anne Morelli, que c'est une professeure à ULB, qu'elle dit « La communauté italienne de Belgique, entre les deux guerres, est séparée en deux champs adverses, sans aucun contact entre eux. Ou plutôt, les contacts qu'ils ont sont des heures d'une violence qu'on peut difficilement imaginer aujourd'hui.
J'ai relevé des dizaines de bagarres, guet-apens ou attentats politiques dans la communauté, ayant fait l'objet d'articles dans la presse belge rien qu'entre 1927 et 1935. On peut se souvenir, par exemple, de l'attentat perpétré à Bruxelles le 24 octobre 1929 par le jeune tourinois antifasciste Fernando de Rosa contre le prince héritier de la maison de Savoie, Umberto, à l'occasion de ses fiançailles avec la princesse belge Maria-Joseph, fille du roi Albert, avec un coup de revolver qui n'atteignit cependant pas le prince. Cet exemple représente non seulement le geste désespéré d'un révolutionnaire, mais aussi il est le miroir d'un climat de forte aversion envers la politique italienne. Un deuxième exemple, c'est l'attentat organisé à Bruxelles le soir du 19 mars 1931 lors d'une réunion dans un hôtel de la Grande Place. Le sort de Mussolini aurait pu être décidé par la main d'un jeune mineur de Seran, Angelo Sbardellotto, qui aurait pu ainsi peut-être changer l'histoire de l'Italie. L'attentat a été organisé par Vittorio Cantarelli, l'âme anarchiste des antifascistes en Belgique, et l'auteur de l'attentat, arrêté sur les faits par la police à Rome, fut condamné à mort le jour suivant. Le siège de Fascio en Belgique était à Bruxelles, Ostende, Liège, Seran, Charleroi, Arlon, Genk, Louvain et Verviers. Autour des consulats, les autorités italiennes avaient créé des organismes de regroupement de la colonie. Ils cherchaient en fait à acheter le faveur des Italiens en donnant des aides économiques à ceux qui s'inscrivaient au parti, par exemple, ou en organisant des voyages dans les colonies en Italie pour les enfants. Les jeunes Balilla, entre 9 et 20 ans, avaient ainsi droit à des vacances gratuites à la mer ou à la montagne. De plus, ils avaient créé des écoles pour encadrer les jeunes, avec une saine éducation fasciste. Cependant, il faut dire que la mentalité et le tempérament des masses d'émigrés étaient ceux de quelqu'un qui est de retour d'une dure défaite, mais qui ne considère pas avoir réglé ses comptes. Donc il rêve d'une revanche. Et au sein de l'immigration économico-politique des années 20, il semble que les sympathisants fascistes aient été extrêmement isolés. Mais lorsque le régime italien interdit l'immigration spontanée, il tenta simultanément de filtrer les sorties afin de ne pas laisser échapper les dissidents. C'est pourquoi l'ambassade et le consulat appliquaient une surveillance sévère des Italiens, une rigide activité de contrôle. Les Italiens étaient classés par fiche selon leur opinion politique. Et ils étaient tout le temps surveillés. Tous les rapports étaient envoyés à Rome. Et de plus, on instaura une solide collaboration entre la police italienne et la police belge. Les administrations italiennes en Belgique n'avaient pas en fait le droit d'expulser quelqu'un, mais il suffisait de présenter un rapport à la police belge qui immédiatement émettait le décret de repatriement du sujet. Il y avait une sorte de pression et les Italiens étaient en quelque sorte victimes du chantage. Parce qu'en fait, presque tous les Italiens étaient obligés de fréquenter les consulats pour les documents, par exemple. Mais seulement les inscrits au parti fasciste obtenaient ce qu'ils voulaient. Les autres pouvaient recevoir un refus de passeport, par exemple, pour un motif politique. Et cet abus pouvait aller jusqu'à menacer envers la famille résidant encore en Belgique. Après l'invasion allemande, les autorités italiennes de Belgique, qui par contre protégeaient les Juifs, n'hésitèrent pas à dénoncer des dizaines de compatriotes antifascistes qui, arrêtés par les Allemands, furent envoyés soit, dans le meilleur des cas, par convoi en Italie, soit vers les camps allemands. Donc on peut dire que les Italiens formèrent une communauté dénoncée par ces
propres représentants. Il faut dire aussi que cette fascisation des émigrés n'avait pas eu beaucoup de succès. Les ouvriers et les mineurs vivaient dans une ambiance tout à fait antifasciste et n'avaient pas peur de se soumettre à cette propagande. Avant 1935, le fascisme connut peu de résultats. De plus, même les envoyés fascistes furent souvent l'objet de violences par la part des opposants. Et ce climat fut un obstacle par la fascisation de l'immigration dont Rome rêvait pour les Italiens à l'étranger. Cet isolement du fascisme italien de masse, s'il fut une réussite d'un côté, coûta cependant assez cher aux antifascistes de Belgique. De nombreux antifascistes furent arrêtés et expulsés. L'expulsion pouvait alors se faire sur un simple soupçon d'être un agitateur. Et voilà, donc il y avait le stéréotype du règlement de comptes entre les Italiens, nourri par les accidents politiques, fleuri abondamment dans la presse belge d'entre les deux guerres. Pour preuve de cela, il suffit de voir le grand nombre d'émigrés italiens qui participèrent à la résistance belge après l'invasion allemande. On peut dire que des résistances sont apparues dans tous les noyaux de l'immigration italienne en Belgique, c'est-à-dire surtout dans les bassins miniers dans la Belgique et à Bruxelles. Ils ont œuvré dans tous les domaines de la résistance, selon leurs compétences et les missions qui leur étaient confiées. Certains étaient revenus de la guerre d'Espagne contre le régime de Franco et furent parmi les premiers à savoir en fait ce qu'il fallait faire contre les nazis. Les activités concernaient la presse clandestine, les sabotages, le transport du courrier, des armes, des renseignements ou des actions directes contre l'ennemi ou l'espionnage. Parmi eux, je voudrais vous parler de Giovanni Misley, émigré italien résidant à Genk. Il paya de sa vie le fait d'avoir transporté du matériel de propagande dans sa camionnette de boucherie. Et à ce propos, je vous montre une photo. Donc ça, c'est un document que j'ai trouvé dans les archives à Genk. Voilà, vous voyez en fait le nom, Misley Giovanni. Voilà. Sa femme, le nom de sa femme, le nom de ses enfants, les noms de ses parents. Et vous voyez bien que Giovanni Misley, au bout de 2 années, déjà il s'est signé Jean. Voilà, ça c'est la commune de Genk. Et lui, il fut arrêté par la Gestapo en octobre 1942. Il fut incarcéré à Asset, puis transféré d'abord à Mauthausen, puis à Gusen, où il meurt le 16 février 1943, en laissant 4 enfants qui ne garderont rien de leur père. Le paradoxe tragique fut que, jusqu'à la mort, Giovanni Misley ne pourra pas échapper à son destin de mineur, forcé au travail d'esclave dans la carrière de granit du camp de la mort de Gusen. Et je remercie pour la photo aussi l'écrivain Roger Rutten qui a écrit un livre Van Genk tot Mauthausen et qui c'est un historien qui a étudié la situation à Genk pendant la Deuxième Guerre mondiale. On peut dire qu'en général, pour les résistants, il n'y a pas eu de retour triomphal. Aucune gloire ne sera leur accordée. Beaucoup cacheront, même après la guerre, qu'ils ont participé à la résistance, avec raison puisque même les résistants de la guerre d'Espagne étaient perçus comme dangereux, et puisque au temps de la guerre froide, les étrangers qui étaient reconnus comme communistes étaient expulsés.
Cette expulsion créait chez les Italiens qui avaient participé à la résistance belge une méfiance qui n'est pas encore éteinte aujourd'hui. Pour faire vivre leur famille, à peine rentrée de captivité, souvent malade, il n'y a pas eu d'autre solution que de reprendre le travail. Deux exemples. Albino Bette, mineur communiste de Seran, fut dénoncé comme responsable de la presse clandestine par son charbonnage et arrêté à la mine au moment de la paix, le 13 mars 1943. Déporté à Reichenau, il s'évade le 6 mai 1945, rentre malade et redescend dans la fosse à la mine dès le mois d'août de la même année 1945. Autre exemple, Augusto Mezzini, mineur au Lambourg, fut arrêté par la Gestapo le 25 octobre 1943 à 6 h du matin alors qu'il remontait de la fosse. Interné à Buchenwald, il est rapatrié en mai 1945 et redescend dans la mine de l'automne. Après la Deuxième Guerre mondiale, pour les Italiens rentrés de la guerre en Italie, les perspectives n'étaient pas plus favorables. La guerre n'avait pas changé leurs conditions de vie, au contraire, elle les avait aggravées. La Belgique avait encore un besoin énorme de la main-d'œuvre pour relancer l'économie et gagner la bataille du charbon. L'Italie et la Belgique n'avaient même pas encore signé la paix que le 23 juin 1946, donc j'insiste sur cette date, à Rome était signé un protocole entre ces deux pays, encore ennemis il y a quelques mois, qui prévoyait pour 1000 ouvriers italiens envoyés à travailler en Belgique, 100 000 tonnes maximum de charbon gratuit pour l'État italien. C'est à ce point que je voudrais vous faire réfléchir. Le titre de cette journée d'étude porte le nom de déplacement, déportation et exil. Nous avons vu comme les Italiens se sont exilés pendant le fascisme, comme ils ont dû fuir, se déplacer hors du régime de Mussolini. Maintenant, le moment est venu de parler à mon droit de déportation. Et j'utilise vraiment ces mots parce que c'est une déportation pour moi survenue l'année même suivant la fin de la guerre, de laquelle des déportations bien plus monstrueuses ont eu lieu. Bien sûr, suivant le protocole de 1946, il faut parler de déportation économique. Mais ces caractéristiques rappellent très fortement celles d'une déportation monétaire, et on verra pourquoi. L'Italie avait besoin de charbon. Quoi faire? Pourquoi ne pas échanger comme une marchandise son peuple, les Italiens? En se débarrassant de quelques milliers d'hommes, les autres auraient pu mieux respirer, on peut dire comme ça. Sûrement, il n'y avait rien à perdre en se débarrassant de quelques paysans, de chômeurs ou quelques pauvres. Mais comment agir pour les faire partir? C'était ça le problème. Comment faire semblant que ce sont eux qui effectivement ont pris la décision librement, qui est voulu tout quitter, terre, famille, racines, et ce n'est pas l'État qui les a contraints à l'immigration. Donc voilà où a joué un rôle très important la propagande. Des grands manifestes roses commencèrent à apparaître partout, promettant de gros salaires en Belgique. Il ne fallait rien expliquer aux gens qui, n'ayant rien à perdre, rentraient de la guerre, souffrant la faim et attirés par des promesses plutôt mensongères, croiront au paradis situé en cette terre lointaine de la Belgique. Venant de toute l'Italie, les inspirants mineurs sont rassemblés à Milan, au-dessus des rails de la gare centrale. Là-bas, ils doivent passer de visites médicales, où ils doivent prouver qu'ils sont aptes au travail. Après une attente de quelques jours, les convois partent pour un voyage
de l'espoir, qui peut durer jusqu'à 48 heures, donc 3 jours et 3 nuits. En Suisse, on leur offre un paquet avec le repas, à l'intérieur du chocolat, que certains n'avaient même pas goûté jusqu'alors, et des bananes. Ces fruits jeunes, si bizarres, comment on peut les manger? La plupart des bananes finiront dehors, jetées de la fenêtre du train, car ils n'avaient jamais vu de bananes de leur vie. Ces voyages terribles pour destination, non pas une gare normale, mais les voies réservées aux animaux et aux marchandises. Pendant la nuit, quand les personnes ne le voient, ils sont sélectionnés à nouveau dans les gares belges, voilà. Ils montent sur des camions destinés au transport du charbon et partent pour les mines auxquelles ils sont assignés. Les Italiens ne savaient absolument rien du travail qu'ils devaient faire. Ils ne recevaient aucune explication en Italie, aucune formation sur place. La majorité ne savait même pas que les mines étaient sous terre, habitués aux carrières à ciel ouvert dans les montagnes de l'Italie. Dès les premiers jours, les Italiens descendaient dans la fosse terrestre à 1000 mètres de profondeur. Et il faut dire que la plupart, dès qu'ils voyaient ça, refusaient ce travail. Et ils avaient peur, ils voulaient rentrer en Italie. Mais avant de quitter l'Italie, ils avaient signé un contrat de travail qui les liait à la mine pour une période de 5 ans. Donc, qui refusait de descendre était arrêté par la police et mené à la prison du Petit Château à Bruxelles comme n'importe quel autre criminel. Là-bas, il souffrait pendant 2 semaines de la faim. Chaque soir, les employeurs de la mine passaient pour demander si quelqu'un avait changé d'avis. Et évidemment, les mains se lèvent et la faim a gagné et leur destin les attend dans la fosse de la terre. Si les Italiens rompaient le contrat, ils finissaient donc en prison. En revanche, si c'était la Belgique qui leur fournissait des logements pas du tout convenables, ce n'était pas considéré comme une rupture du contrat, parce qu'en fait, sur le contrat, que la majorité des gens ne savaient même pas lire, il y avait écrit que la Belgique aurait dû fournir un logement convenable. Mais dans l'incapacité d'héberger de dizaines de milliers de candidats mineurs italiens, les sociétés charbonnières s'étaient en fait vues contraintes par le gouvernement de l'époque d'accueillir les anciens champs de prisonniers construits pendant et après la Deuxième Guerre pour enfermer les prisonniers russes puis allemands. Donc, les premières années, les Italiens ont dormi dans les mêmes lits et les mêmes baraques des camps de concentration. Pendant les années d'après-guerre, les Italiens ont presque eu le même traitement que les prisonniers allemands gardés en Belgique pour les travaux forcés. Les Italiens, revenus de la guerre et éventuellement partisans dans la résistance, se trouvèrent maintenant à partager leurs tartines avec l'ennemi que quelques mois plus tôt ils avaient dû tuer. Voilà une autre photo de tous les déportés à Mauthausen de Genk. Et en fait, on peut voir Giovanni Misley. Voilà, ça c'est les logements offerts aux Italiens. C'est un hangar métallique dont la fonction première était d'abriter les câbles d'extraction, a servi d'habitation pour les Italiens. Cette situation, qui ne devait être que transitoire, s'éternisa à un point tel que certaines familles n'auront enfin accès à une habitation digne de ce nom que plus de 10 ans parfois après leur arrivée en Belgique. Ça, c'est une photo que j'ai faite à Marcinelle. Donc, je parle de déportation parce que les Italiens, en fait, en quelque sorte, furent envoyés à la mort dans les mines belges. La considération de l'homme était en deçà de celle d'un cheval. Il n'y avait aucune protection, aucune sécurité de travail. Les accidents étaient journaliers. Entre 1946 et 1963, 890 Italiens sont morts dans la mine. Et on peut se souvenir, bien sûr, le 8 août 1956, sur 262 mineurs décédés dans la catastrophe de Marcinelle,
136 étaient italiens. J'insiste sur le mot déportation parce que celui qui ne mourait pas dans les calamités du sous-sol trouva la mort quelques années plus tard à cause de la silicose. Cette poudre noire qui atteint le poumon ne fut reconnue comme maladie professionnelle qu'en 1964 et pour beaucoup de travailleurs il était déjà trop tard. Donc je pense qu'oublier ce passé serait nier le présent d'aujourd'hui. Je retourne aux deux nouvelles de la presse que je vous avais introduites au début de mon discours. Les centaines d'Italiens morts dans les mines belges n'ont pas eu la même chance, sûrement, et le même intérêt médiatique que les mineurs chiliens. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils auraient pensé à propos du nouveau record du jeune Ukrainien, qui a pourtant admis d'avoir utilisé par son exploit un marteau pneumatique beaucoup plus léger que celui des années 40. Ce Ukrainien, il a reçu comme prime seulement une journée de congé et 500 €. Stakhanov reste de toute façon le mythe, comme le démontre l'adjectif entré dans le vocabulaire italien, staccanovista, pour désigner quelqu'un qui ne s'arrête jamais de travailler. On pourrait dire que les Italiens mineurs en Belgique étaient tous alors staccanovisti pour accepter un travail si dur, ou simplement en fait qu'ils n'ont pas eu d'autre choix. Aujourd'hui, les Italiens de Belgique sont 300 000. Pour moi, cette terre, la Belgique, est un peu comme l'Ellis Island de l'Europe. Et les vies que j'ai essayé de retracer font partie pour moi d'une autobiographie probable. Les Italiens ont cherché dans leur exil, avant et après la guerre, un royaume, mais moi cherche au moins de leur donner